Imaginez un meuble de bureau en métal gris, tout ce qu'il y a de plus banal. À l'intérieur, il n'y a pas de dossier client ou de facture en retard. Il y a le design de la bombe atomique. Chaque calcul de neutrons, chaque gramme de plutonium, chaque secret que l'Amérique possède pour mettre fin à la civilisation. 9 tiroirs. 9 verrous à combinaison Mosler, réputés inviolables, avec 1 million de codes possibles. Richard Feynman se tient devant, sans outils, sans clé, sans le code. Et dans quelques minutes, chaque tiroir sera grand ouvert. On nous a toujours dit que la sécurité était une affaire de technologie, de murs épais et de chiffres complexes. C'est le premier mythe qu'on va briser aujourd'hui. La sécurité n'est pas une barrière, c'est une illusion que nous entretenons pour dormir la nuit. Et pour Feynman, un physicien qui ne supportait aucune affirmation sans preuve, cette illusion était une insulte personnelle. Tout commence 3 ans plus tôt, en 1943, à Los Alamos. Le Nouveau-Mexique, de la poussière, et les esprits les plus brillants du siècle réunis pour construire l'arme. On pourrait croire que la sécurité était la priorité absolue. Non. On parle du projet le plus classifié de l'histoire. Et pourtant, comme Feynman l'a raconté plus tard, les secrets de la bombe étaient conservés dans des armoires fermées par de simples cadenas de supermarché. Certains tiroirs n'avaient même pas de serrure. Vous voyez ce cadenas à 3 francs? Semble nous dire Feynman avec son sourire en coin. Il protège l'Apocalypse. Pour lui, chaque serrure était une prétention. Une affirmation selon laquelle un objet était sécurisé. Et en science, une affirmation sans preuve est un défi. Alors, Feynman a fait ce que tout esprit curieux ferait dans le désert quand il s'ennuie entre deux équations de mécanique quantique. Il a appris à crocheter. Un trombone, un petit tournevis. C'est tout ce qu'il lui fallait. Il entrait dans le bureau d'un collègue, ouvrait son armoire, empruntait un rapport ultra secrète et lui rendait plus tard en disant « Merde pour ton papier ». Pas d'alarme, pas d'enquête. Juste un physicien prouvant que le roi est nu. Mais l'armée, elle, n'aime pas être nue. Elle a fini par réagir. Elle a commandé le top du top, les coffres Mosler. 1 million de combinaisons. Le jeu était fini, pensait-il. Ils avaient tort. Le vrai jeu ne faisait que commencer. 1 million. C'est le chiffre magique que les officiers de sécurité affichaient comme un bouclier. Si vous essayez une combinaison toutes les 10 secondes, il vous faudrait 3 mois de travail acharné pour en ouvrir une seule. Mathématiquement, c'est imparable. Mais Feynman ne voyait pas des chiffres. Il voyait un objet physique imparfait, une énigme mal conçue un soir. Assis devant son propre coffre, il a commencé à tourner le cadran. Lentement. Très lentement. Et il a senti ce que les ingénieurs de Mosler n'avaient jamais imaginé que quelqu'un remarquerait, un petit jeu, un léger déclic à des positions où le cadran n'était pas censé s'arrêter. Ce n'était pas aléatoire. C'était un défaut structurel. Vous n'aviez pas besoin de taper le chiffre exact pour que le pen se libère. Il y avait une marge d'erreur d'environ 2 unités de chaque côté. C'est ici que le cerveau se retourne. Si vous traitez chaque groupe de 5 numéros comme une seule unité, le cadran n'a plus 100 positions. Il en a 20. Refaites le calcul avec moi. 3 disques, 20 positions effectives chacun. 20, tamel 20, tamels 20. On parle plus d'1 million de possibilités. On parle de 8000. Feynman pouvait tester 8000 combinaisons en environ 8 heures. Mais la force brute, c'est pour ceux qui n'ont pas d'imagination. Feynman cherchait l'élégance des lois quantiques, pas la sueur du cambrioleur. Il a alors découvert la faille ultime, l'habitude humaine. Pendant la journée, les scientifiques laissaient leurs armoires ouvertes pour travailler. Et quand un coffre est ouvert, le cadran tourne librement. Mais le mécanisme réagit encore. En le manipulant avec précaution, il pouvait lire les 2 derniers chiffres de la combinaison sans même que le propriétaire ne s'en aperçoive. Il a commencé ce qu'il appelait son petit jeu silence. Il rendait visite à ses collègues, parlait de physique, de calculs complexes, de l'avenir du monde. Et pendant que son cerveau discutait de neutrons, ses mains, posées négligemment contre le meuble, travaillaient le cadran. En 20 minutes de conversation, il repartait avec les 2 tiers du secret. Le collègue le remerciait pour son aide précieuse, sans savoir que Feynman venait de lui voler sa serrure. Personne ne regardait ses mains. Tout le monde regardait son visage. Parce que quand Feynman parlait de physique, son truc était un catalogue mental. Nom après nom, chiffre après chiffre. Il ne cassait pas des coffres, il collectionnait des esprits. La réputation de Feynman a fini par dépasser ses calculs sur l'électrodynamique quantique. Il était devenu
l'homme qui ouvre les coffres. Et il a compris une chose fondamentale sur nous, les humains. Nous ne respectons que ce qui nous semble difficile. Quand un collègue venait le voir, désespéré, parce qu'un officier était parti avec la combinaison, Feynman jouait le jeu. Il demandait à ce qu'on le laisse seul, il fermait la porte, et il attendait. Il lisait un magazine, prenait son temps, faisait traîner le suspense. Pourquoi? Parce que s'il ouvrait le tiroir en 3 secondes, on ne le remercierait pas, on se sentirait stupide. En faisant durer le plaisir, il transformait une simple manipulation en un exploit héroïque. C'est la mise en scène du savoir, mais il y avait une méthode encore plus insultante pour l'intelligence humaine, le code d'usine. Feynman a découvert que la firme Mosler livrait ses meubles avec une combinaison standard. Il a testé ce code sur chaque armoire du site. Le résultat? Un coffre sur 5 s'ouvrait. 1 sur 5. Ces gens se passaient leur journée à manipuler des équations qui auraient terrassé n'importe quel mortel. Ils calculaient la diffusion des neutrons au millième près. Mais ils étaient trop paresseux pour changer un code à 3 chiffres. On touche ici au paradoxe de l'expert. Plus on est intelligent dans un domaine complexe, plus on a tendance à négliger les bases triviales. C'est l'analogie du château fort avec une porte blindée de 3 tonnes, dont on a laissé la clé sous le paillasson. On se croit protégé par la complexité de notre travail, alors qu'on est trahi par la simplicité de notre nature. Pourtant, au milieu de ces farces, la réalité frappait fort. Pendant que Feynman jouait avec les cadrans, sa femme Arlène s'éteignait de la tuberculose à Albuquerque. Chaque week-end, il parcourait 300 km pour la voir. Elle est morte en juin 1945, juste avant que le monde ne change à jamais. À ce moment-là, aucun secret, aucun code, aucune physique ne pouvait ouvrir la porte qu'il voulait vraiment franchir. Celle de la vie contre la mort. La vie de Feynman était ce contraste permanent. Le génie qui s'amuse des verrous du monde, tout en étant impuissant face aux verrous de la condition humaine. La guerre est finie, mais les secrets, eux, ne dorment jamais. Feynman revient à Los Alamos pour boucler quelques dossiers. Il a besoin d'un document, mais nous sommes samedi. La bibliothèque est close. Il se souvient alors de Friedrich de Hoffmann, un collègue qui possède des copies de chaque rapport du projet Mancan dans son bureau. 9 armoires. Feynman entre. De Hoffmann est sorti. Notre physicien s'approche des cadrans. Il essaie les codes d'usine. Rien. De Hoffmann est un homme sérieux. Feynman s'arrête alors de réfléchir à la serrure et commence à réfléchir à l'homme. C'est là que la magie opère. Il fouille le tiroir du bureau de la secrétaire et trouve une note. Pi 3,1459. Trop simple, pense Feynman. Un physicien de ce calibre ne choisirait pas la constante que tout le monde connaît. Il choisirait la constante discrète, celle qui régit la croissance, les intérêts composés, la structure même du changement, le nombre de l'heure, 2,5828. Il tente 28. Déclic, le premier tiroir s'ouvre. Le deuxième, pareil. Le troisième, encore. Les 9 armoires, les secrets les plus lourds du monde, étaient tous protégés par les 6 premières décimales d'une constante mathématique. C'est le moment où Feynman décide de transformer la faille en farce. Il prend un crayon rouge et laisse des messages dans les tiroirs. Le même gars, petit malin, et enfin son nom, Feynman, le perceur de coffres. Il referme tout et s'en va. Mais voici où le cerveau se retourne. Vraiment. Ce qui était une blague pour Feynman est devenu un cauchemar pour de Hoffmann. Quand il a trouvé les notes, il n'a pas ri. Il a blêmi. Il a cru qu'un agent étranger avait infiltré le cœur atomique des États-Unis. La paranoïa de l'époque était une brume épaisse. À quelques bureaux de là, Klaus Fuchs, un vrai espion soviétique, transmettait réellement des données à Moscou. Quand Fuchs a été arrêté plus tard, on lui a demandé qui à Los Alamos était le plus susceptible d'être un espion. Sa réponse? Feynman. Parce que Feynman prouvait chaque jour que les barrières n'existaient pas. La frontière entre le génie curieux et la menace existentielle n'était qu'une question d'interprétation. Le plus fascinant dans cette histoire, c'est que la légende de Feynman a fini par attirer un vrai professionnel. Un serrurier militaire, appelé pour ouvrir le coffre d'un capitaine, a croisé sa route. L'homme était impressionné. « C'est vous, Feynman, le grand perceur de coffres ?» Feynman, perplexe, lui a demandé son secret pour ouvrir un coffre à froid. Le serrurier a avoué. Il n'avait aucun secret. Il utilisait les codes d'usine et, si ça ne marchait pas, il sortait ses outils et faisait du bruit, beaucoup de bruit, pour faire croire à un travail herculéen. Il vendait du théâtre, parce que personne ne veut payer pour savoir que sa sécurité ne tient qu'à un oubli trivial. 7 décennies plus tard,
Nous faisons exactement la même chose. Votre entreprise exige des majuscules, des chiffres et des signes. Vous mettez une majuscule au début, un 1 à la fin, et un point d'exclamation pour conclure. Même schéma, même paresse, même illusion. Nous n'avons pas changé, nous avons juste numérisé nos habitudes. Feynman n'a jamais ouvert ses coffres avec de la force ou de la technologie. Il les a ouverts avec une seule question: qui a choisi ce code et à quoi pense-t-il? Il a compris que le maillon faible n'est jamais le métal ou le silicium, c'est l'esprit humain qui cherche désespérément le confort dans la répétition. Il y a une beauté profonde et un peu effrayante dans cette conclusion. Le monde n'est pas protégé par des barrières infranchissables, mais par notre propre certitude qu'elles existent. Feynman ne cherchait pas à voler des secrets. Il cherchait à nous montrer que la réalité est bien plus fragile, plus transparente et plus accessible qu'on ne l'imagine. Au-delà des verrous et des équations, la leçon est philosophique. Nous vivons dans des boîtes dont nous avons nous-mêmes inventé les serrures. Voir le monde tel qu'il est, sans le voile de nos présomptions et de nos peurs, c'est la forme ultime de la lucidité. La vérité n'est pas cachée derrière une combinaison à 1 million de chiffres. Elle est là, sous nos yeux, attendant que nous ayons enfin le courage de poser les doigts sur le cadran. Si tu veux voir le monde tel qu'il est, abonne-toi.